Ça veut dire quoi le tourisme positif ? Ce terme tourisme positif, pour éviter justement de s'enfermer dans un tourisme de niche et pour toucher de manière plus large tous les produits et services touristiques. Bonjour et bienvenue sur Expérientiel, le podcast du tourisme positif. Éveiller les consciences, stimuler l'envie d'agir pour un tourisme positif. On vous emmène dans un voyage vers un tourisme respectueux de la planète et du vivant, en partant à la rencontre d'acteurs engagés. À travers leurs histoires, nous allons découvrir des femmes et des hommes visionnaires, des leviers d'engagement qui sèment maintenant les graines de réflexion et d'action pour un tourisme positif. Je suis François Huette, ambassadeur du tourisme positif avec une expérience internationale. Je suis animé par le développement d'un tourisme de sens, proposant des expériences vertueuses en lien avec son territoire. Aujourd'hui, j'accompagne les acteurs du tourisme, mais pas seulement, dans l'évolution de leur activité vers un tourisme positif. Alors, pour ne rien manquer à notre actualité, suivez-nous sur la page expérientielle de Facebook, Instagram et LinkedIn. Aujourd'hui, on part dans un voyage culturel, mais qui peut être bénéfique pour chacun d'entre nous, quel que soit notre lieu, notre destination. En effet, comment changer l'approche du voyage dans laquelle les habitants peuvent s'identifier ? C'est une question que beaucoup de destinations se posent aujourd'hui. Van est le dirigeant de l'agence TTB Travel au Vietnam. Il a réussi à rassembler autour de la fierté nationale les habitants pour proposer des expériences en immersion avec la vraie identité de son pays, le Vietnam, ses racines. J'ai trouvé que la démarche qu'il a engagée depuis 2008 était un apprentissage, un partage d'expériences très intéressant pour chacun d'entre nous qui souhaitons faire évoluer nos activités touristiques vers un tourisme plus positif. Sans attendre, je vous invite à vous installer dans un endroit confortable, au calme, proche de la nature, et je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Van, merci de nous faire voyager, car aujourd'hui, tu nous emmènes au Vietnam. Et moi, j'ai des souvenirs fantastiques. J'ai été au Vietnam du côté de Da Nang, à l'époque où c'était pas encore développé dans le tourisme. Et j'en garde un souvenir vraiment très, 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 très fort, et très sympathique et très positif. Tu peux nous dire qui tu es et ce que tu fais d'ailleurs au Vietnam ? Eh bien, bonjour François, merci de m'avoir invité. Je suis très ravi d'être ici avec toi. Alors, donc pour me présenter vite fait, je suis Van. Bon, les gens m'appellent Van. Je suis né et j'ai grandi dans une famille de diplomates. Et donc j'ai beaucoup voyagé et par la suite, j'ai vécu 8 ans en France et je me suis formé au métier de tourisme en France. Et là, maintenant, présentement, je travaille dans l'entreprise familiale qui s'appelle TTB Travel, créée par mon père. Et donc, je reprends le flambeau, la passion du voyage pour continuer à faire découvrir l'âme profonde du Vietnam. Sincèrement, t'es complètement amoureux de ta culture et de ton pays, non ? Exactement, c'est ça. Passionné de ma culture, très fier de faire partie du peuple vietnamien. Je pense que c'est aussi une chance pour moi. Très bien. Dis-moi, par rapport à la situation actuelle, la crise sanitaire, quelle est la situation au Vietnam ? Alors, la situation au Vietnam ressemble un peu à ses voisins. Ça veut dire que à cause de la pandémie, les frontières sont fermées aux étrangers. Et donc, l'État est très prudent par rapport à la réouverture des frontières. Donc, tout dépend de la
vaccination du peuple. Donc pour l'instant, on est à 70%. Bon, les choses vont dans le bon sens, même si le rythme est assez lent, si tu veux. Le gouvernement prévoit de reprendre le tourisme international d'ici 6 mois. Donc c'est étape par étape. Hein. Depuis un mois, on a déjà ouvert quelques régions du Vietnam aux étrangers. On a déjà concrétisé quelques activités touristiques pour vraiment accueillir des étrangers sur le sol vietnamien. Donc, on espère que d'ici 6 mois, le processus va prendre plus d'ampleur et puis on espère que la totalité des frontières, des territoires du Vietnam seront ouverts aux étrangers. Et puis, on pourra reprendre rapidement les activités. À part ça, dans les faits, nous, en tant qu'agence réceptive, la plupart des prestataires sont encore au point mort pour l'instant. On reste dans la préparation, dans l'anticipation des 6 mois à venir. Alors, dans cette période de point mort qui est pas facile pour personne, toi, tu as décidé de vraiment réfléchir et de t'engager dans un tourisme durable. Et dernièrement, tu viens de sortir un manifeste du tourisme durable au Vietnam. Et j'aimerais que tu nous en parles un peu plus. D'où vient cette idée et pourquoi? Très bien. En fait, la rédaction du manifeste reprend tous les travaux que nous avons effectués il y a 12 ans. Ça veut dire que nous avons entamé la démarche éco-responsable dès 2008. Dès Quand tu 2008. dis nous, tu veux dire qui nous? C'est qui nous? Nous, ça veut dire notre entreprise familiale, TTB Travel. D'accord. Ouais, donc il faut remonter vraiment à la genèse de ce manifeste qui remonte vraiment à 2008 parce que c'est vraiment l'année charnière qui marque le début du tourisme de masse au Vietnam. C'est vraiment à partir de 2008 qu'on s'est rendu compte des premiers signes en fait de faiblesse, des premiers signes de surtourisme dans les endroits, dans les fleurons touristiques du Vietnam tels que la baie d'Along, Sapa, l'île de Phu Quoc et puis Hoi An. Voilà, donc ce sont vraiment des sites incontournables dans le circuit classique au Vietnam. On s'est rendu compte des conséquences visibles telles que la pollution, telles que surtout la perte d'identité des communautés. Donc à partir de là, on a beaucoup réfléchi sur nous-mêmes parce que nous, indirectement, on contribue à ce phénomène en fait en tant qu'entreprise réceptive. Et puis on s'est dit, indirectement, il y a une remise en cause de notre propre modèle d'affaires. Et on s'est dit, maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer le processus? Parce que si on continue comme ça, c'est sûr qu'on va foncer dans le mur. Et donc, on a réfléchi sur ça et on a eu une chance à l'époque, c'est à force de travailler avec nos clients voyagistes qui sont des Scandinaves, des Suédois, les Finlandais, les Danois. Tu sais que les Scandinaves sont très poussés au niveau de l'environnement, du bien-être sociétal. Donc, à force de travailler avec eux, on s'est inspiré en fait de leur mode de vie, de leur façon de travailler. C'est vraiment le déclic. Le déclic, c'est vraiment 2008. Ensuite, mais en 2008, c'était plutôt une prise de conscience sans action concrète. C'est juste une prise de conscience. Donc, nous avons attendu 4 ans plus tard, en 2012. Et là, la situation est devenue beaucoup plus sérieuse, plus grave. Et là, on s'est rendu compte qu'on pouvait plus rester indifférent en fait par rapport aux conséquences. Donc, on a décidé de prendre des actions concrètes. On a réfléchi pendant 3 ans, entre 2012 et 2015, sur la refonte de notre méthode de travail, la refonte de notre style managérial et la refonte de notre production. Et c'est à partir de là qu'on a
par tâtonnement. Hein. On s'est renseigné, on a creusé à gauche, à droite, via lecture, via des conférences, via des formations organisées par des organismes internationaux, et puis qu'on a un peu mélangé toutes ces méthodes à notre sauce pour retravailler notre méthode de travail. Donc, c'est vraiment pendant ces 3 ans-là qu'on a véritablement réfléchi sur la notion du tourisme durable. Alors, Oui. j'ai une question là qui m'interpelle, de la prise de conscience à passer à l'action. Est-ce que ça a été quelque chose de facile ou est-ce que ça a été quelque chose de difficile et comment vous avez passé au-delà de la difficulté pour vraiment vous engager? C'était ultra difficile pour nous parce que tout notre modèle d'affaires c'est bâti sur le tourisme de masse. Hein, on va pas se mentir. Hein. On envoyait comme tout le monde à l'époque, on envoyait tout le monde à la Baie des Langues, Sapa, tout ça, et puis on fabriquait vraiment des services standardisés, industriels. Et donc on avait vraiment peur à l'époque, peur de tout casser et peur de perdre la clientèle, peur de perdre des chiffres d'affaires et peur de faire faillite. Vraiment peur. Mais finalement, il y a une petite voix en nous, je veux dire, au sein de l'équipe, pas moi tout seul, dit maintenant, si on met sur la balance entre d'un côté le chiffre d'affaires, la croissance économique, et de l'autre côté la pérennité de notre pays, qu'est-ce qu'on va choisir maintenant? Et à ce moment-là, on a beaucoup réfléchi. Hein. Finalement, on a opté la deuxième option. On était prêt à sacrifier une bonne partie de notre croissance économique, commerciale, au profit de la pérennité de notre pays. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est plus fort que nous au niveau. Enfin, il n'y a pas à l'époque, il n'y avait pas vraiment de rationalité finalement. Si on parle de raisonnement cartésien, on n'était pas là. C'était vraiment quelque chose qui résonnait vraiment en nous, quoi, quelque chose un peu d'intuition, un peu de patriotisme aussi, un peu de patrie, qui est voilà. Donc c'est toutes ces choses-là qui dépassent largement la peur. Hein. Voilà, donc c'est ces 3 ans, ça nous a pris quand même 3 ans. Hein. C'est Bien sûr, pas bien une sûr. décision. Donc Et on a durant pris, ces, on a, et durant ces oui, 3 ans, ça a dû chahuter, non? Ça a dû remuer quand même pas mal de choses. Euh, des acquis, des incertitudes, des doutes. ouais. Comment on vit ça et comment on va au-delà de ça? Alors on a très mal vécu. C'était une période douloureuse pour nous entre 2008 et 2012. On a perdu la moitié de notre clientèle, moitié. Nous, on travaille en B2B, hein, donc nos clients, c'est des voyagistes, des tour opérateurs, des agences voyage, tu vois. Et à l'époque, bon, la plupart de notre clientèle était l'Europe du Nord, donc la Scandinavie. Euh, on a proposé, on a initié des choses hein, vis-à-vis de nos clients. Et même, c'est aussi certains de nos clients nous ont aussi mis un peu pression sur l'innovation. Il faut changer, quoi, parce que bon, on a vu du monde, les sites sont trop bondés. Euh, vous, et donc, ce sont d'abord une partie de nos partenaires à l'étranger qui nous ont poussé en fait à réfléchir hein, sur ça. Et nous-mêmes, on était réticents par rapport à ça, tu vois, au changement radical. On avait vraiment très très peur à l'époque. Et donc c'était vraiment la pression de quelques acteurs, quelques voyagistes qui nous ont permis en fait de changer graduellement le processus, c'est de modifier, d'innover les produits de façon graduelle quoi. Mais malgré ce rythme en douceur, on a quand même perdu la clientèle. On a perdu la clientèle parce que bon, le nouveau produit n'était pas, entre guillemets, dans l'attente de ceux qui sont habitués au tourisme de masse. C'était très très difficile à convaincre les voyageurs ou les clients d'adopter en fait un nouveau mode de voyage tel que l'on connaît
beaucoup plus tard, enfin, que l'on connaît aujourd'hui chez TTP Travel. Donc à l'époque, il y a 12 ans, c'était précurseur, mais c'était aussi, entre guillemets, suicidaire, quoi, de proposer des nouveaux. Mais oui, je dis littéralement suicidaire, parce que oui, comme tu as vu, on a perdu la moitié de notre clientèle. C'était Et, suicidaire. et comment tu as changé ton offre? Alors, tu es passé du tourisme de masse à quoi? À un tourisme de niche à l'époque. Bon, on appelle niche. Ça veut dire des alternatives qui sont pas dans les normes. Et surtout, c'est surtout la place de l'humain et la place des habitants au cœur de l'expérience voyageur. C'est ça qui change la donne. C'est pas forcément que le changement ou la substitution d'endroits à visiter, mais c'est surtout une approche de voyage que nous avons adoptée à l'époque. Ça veut dire, au lieu de viser uniquement à photographier ou enchaîner des visites visuelles des monuments ou des paysages, eh bien, on change. Maintenant, il faut s'immerger dans la vie locale, il faut rencontrer, parler, converser avec des gens, il faut apprendre quelque chose, faut apprendre le savoir-faire ancestral, il faut apprendre l'artisanat traditionnel. Donc tout ce patrimoine intangible finalement qui constitue l'identité du pays. Et Très c'était bien. vraiment, c'était lunaire, c'était lunaire à l'époque. Personne ne voulait ça. Et toi, personnellement, de faire ça, de partir à la rencontre de ces personnes qui ont ces savoir-faire ancestrales, etc., euh, ça t'a apporté quoi? Au niveau de l'offre, Non, au niveau ou humain, est-ce au qu'on niveau y... personnel, à ton niveau personnel. À mon niveau personnel, c'est parce que on s'est, en fait, en même temps, le maître mot, c'est la folklorisation. Ok. Pourquoi on fait ça? C'est parce que nous avons remarqué une absence incroyable des habitants dans la fabrication ou dans la production des expériences touristiques. Hein, on se limite trop à la visite, à la simple visite des monuments, des paysages, et il y a jamais d'habitants en fait. Il y a rarement d'habitants qui sont à côté de nous, qui entament une conversation avec nous, qui nous apprennent quelque chose. Euh, Or, les habitants sont les meilleurs représentants du pays, les meilleurs représentants de la culture du pays. On ne peut pas découvrir la culture d'un pays sans avoir un lien étroit avec la population locale. Et donc, à l'époque, il y avait cette absence-là. Et donc, il y a un manque de supplément d'âme, finalement, hein, dans le voyage. Euh, et nous avons... on estime que l'absence des habitants, c'est-à-dire l'absence totale de la réalité du pays dans un voyage. Et à cause de cette absence de la réalité, on falsifie un peu la réalité du pays via l'effet de folklorisation. Et donc, comme nous, on est très fiers de notre pays, très fiers de notre culture, en fait, on a remarqué que les activités touristiques et l'image du Vietnam véhiculée à travers des brochures, des catalogues, ce n'est pas une image à laquelle nous, en tant que Vietnamiens de souche, s'identifient. Et donc, nous avions honte, en fait. Nous avions honte de participer indirectement à ce processus de folklorisation. Nous avons l'impression de trahir notre peuple à travers cette falsification de notre propre identité. Et c'est ce pourquoi nous avons décidé de changer le paradigme. Intéressant, intéressant. Et quand je regarde ton manifeste, une des premières choses qui arrive dans les premières pages, c'est nos racines. Ah Et ouais. c'est intéressant parce que tu dis une histoire de patrie enracinée dans ses terres ancestrales. TTB Travel incarne l'esprit vietnamien dans sa façon d'opérer le tourisme. Et moi, ce que j'aimerais comprendre, parce qu'ensuite, la page suivante, tu parles justement de la raison d'être, c'est de combattre contre la folklorisation. Et j'aimerais savoir quelle est la stratégie qui est derrière ça. Quelle stratégie, toi, tu souhaites, tu imagines et tu souhaites mettre en place? Donc la stratégie, ça découle de notre constat initial. Hein. C'est vraiment comment impliquer les habitants dans le processus. Ça, c'est vraiment le cœur de notre stratégie. Et c'est aussi la partie la plus difficile, convaincre les habitants qui n'ont jamais travaillé dans le tourisme, qui n'ont aucun lien avec le tourisme, qui n'ont même pas envie de travailler dans le tourisme,
Et comment on peut les convaincre pour collaborer avec nous dans la co-création, la conception des activités touristiques. Et donc c'est ça. Donc c'est vraiment et pour faire ça, la recette, c'est de cultiver ce sens de la patrie chez tout le monde, chez nous en tant que membre de l'entreprise, mais aussi chez les prestataires vietnamiens, les habitants. Ils ont envie de bosser dans le tourisme parce que ils aiment leur pays, ils aiment faire découvrir le métier, ils aiment faire découvrir leur tradition. Et le driver, vraiment la motivation derrière, c'est parce que c'est la patrie. Et donc on joue un peu sur ce terme patrie pour vraiment convaincre. Le pitch, notre pitch pour convaincre nos compatriotes de participer au processus touristique, c'est la patrie, c'est le lien et le fédérateur de tous les Vietnamiens qui participent à ça. Donc notre stratégie, c'est ça, c'est vraiment jouer sur le sens de la patrie. Très bien, de donner une fierté aux gens qui Faire, s'associent à ce projet. Et donc, oui, c'est dans la continuité du pacte du Vietnam. C'est quoi le pacte du Vietnam? C'est quelque chose que toi, tu mets en place ou c'est quelque chose qui se met en place avec l'ensemble des parties prenantes, dont le pays? ok. Donc le pacte du Vietnam, c'est un mini-projet hein, qui fait partie du manifeste. C'est une action, une application concrète du manifeste, si tu veux. Okay. D'accord. Donc l'origine de ce pacte du Vietnam, bon, il s'agit évidemment d'un document qui implique plusieurs co-signataires. Co-signataires, c'est l'ensemble des prestataires d'un service dans un voyage. Parce que c'est destiné aux voyageurs. Hein. C'est un document qui sensibilise tout le monde à la notion du tourisme éco-responsable. Donc, les co-signataires dans ce pacte, il s'agit des prestataires de services, donc des hôteliers vietnamiens, des restaurateurs vietnamiens, nous aussi, les agences réceptives, mais ça comprend également aussi des voyageurs, donc les bénéficiaires finaux du voyage et des voyagistes. Des agences de voyage, des tour opérateurs qui sont nos partenaires. Donc ça implique tout le monde, dès lors qu'on participe à la fabrication d'un voyage, on devient co-signataire de ce pacte. L'idée de ce pacte, c'est pour faire comprendre que tout le monde a un rôle à jouer dans le processus, dans la fabrication du voyage. Tout le monde a un rôle à jouer. Il n'y a pas que des agences de voyage, il n'y a pas que des agences réceptives, c'est tout le monde. Voilà. Et donc, le pacte, ça sert à ça. Ça sert à fédérer, à sensibiliser tout le monde, à prendre une responsabilité à son échelle dans le processus de la fabrication du voyage. Et toi, tu as quoi C'est ça, comme le rôle pacte. alors? Tu as un rôle d'initiateur de ce pacte, de fédérateur de ce pacte. C'est toi qui rassemble les différentes parties prenantes. C'est une initiative qui vient de TTP Travel? Non, ce n'est pas une initiative qui vient de TTP Travel. Enfin, oui, dans les faits, nous mettons en place ça, mais l'origine de l'initiative, l'idée, hein, l'idée de l'initiative, ça vient pas de nous. Hein, c'est aussi une part de l'innovation. Hein. On s'inspire des idées qui viennent d'ailleurs. Hein. Donc, ceux qui connaissent un peu le serment islandais, eh bien, on remarque quand même des similitudes par rapport à notre pacte, parce que c'est clairement expliqué aussi dans notre blog. On a expliqué un peu l'origine de ce pacte du Vietnam et on dit clairement que l'idée, ça vient pas de TTP Travel, l'idée, ça vient de l'Islande, ça vient de la Nouvelle-Zélande, ça vient de la Finlande. En fait, tous ce qu'on appelle des serments, enfin, des pactes d'engagement, peu importe, on s'est inspiré en fait de ces idées-là, et puis bon, mais un peu mélangé à notre sauce, et puis adapté à la réalité du Vietnam. Et on a un peu rebondi sur les idées existantes et puis optimisé si tu veux et puis pas lié aux faiblesses hein, on a un peu
améliorer ou perfectionner ce qui fait défaut aux versions précédentes. Voilà. Donc, je dirais que le pacte du Vietnam, c'est une version optimisée du serment islandais. À la culture, adaptée à la culture vietnamienne. Vietnamienne, oui. Hein. Oui. Et comment c'est perçu par justement les parties prenantes, les hôteliers, les restaurateurs, etc. Est-ce qu'ils l'accueillent en disant ah ouais c'est une super idée, on veut vous suivre, ou il y a encore des réticences? Alors, il y a les deux. Il y a les deux. Il faut savoir que il y a quand même la majorité, je dirais, hein, la majorité, je dirais jusqu'à 80% à l'heure actuelle. 80% sont réticents par rapport à plutôt à l'efficacité du pacte, pas forcément à l'idée. L'idée, tout le monde est très partant pour ça, mais après c'est plutôt l'efficacité. Maintenant, bah oui, ok, ton idée est bonne, mais concrètement, pour mettre en place, comment on s'y prend, quoi. Comment on s'y prend et qu'est-ce que ça m'apporte si jamais je participe à signer ce pacte. Est-ce que ça m'apporte des bénéfices? Et donc, pour l'instant, on en a parlé, hein, nous avons discuté avec l'ensemble de nos partenaires, ceux qui survivent, qui sont encore survivants pendant la pandémie. Donc, 80% des gens sont réticents par rapport au pacte. Donc, c'est un défi, c'est même un obstacle à franchir. Et 20% sont partants et qui sont vraiment très impliqués dans la mise en place du pacte. Donc nous, on n'est pas non plus étonné, en fait, surpris de ce chiffre, de ce constat, parce que c'est tellement nouveau, tu vois. Ça n'a jamais existé chez nous au Vietnam. C'est tellement nouveau, c'est tellement lunaire que les gens nous prennent pour les ovnis, quoi, tu vois. Parce que personne n'a fait ça avant, personne. Et puis ils sont étonnés, mais vous, ça vous apporte? Parce que ça vous puise une énergie supplémentaire pour ça, sans être payé, entre guillemets, quoi. Parce que nous, on fait ça, ça nous tient à cœur, tu vois. Et ça prend les ressources supplémentaires en termes de temps, en termes d'énergie. Le temps, c'est de l'argent aussi, tu vois. Et les gens ils sont pas habitués à ça, en fait. Ils sont pas habitués à recevoir gratuitement de l'aide. Ah, gratuitement. Donc on est dans le don et le partage. Oui, le pacte du Vietnam, c'est dans le don, dans le partage, dans l'entraide. Et d'ailleurs, l'entraide, ça fait partie des 3 valeurs de notre entreprise, dans nos racines d'ailleurs. On revient à la notion des racines. Les racines vietnamiennes, c'est la patrie, l'innovation et l'entraide. C'est pour ça qu'on incarne l'esprit vietnamien. Et c'est marrant parce que en ce moment je réfléchis pas mal sur l'historique, etc. Et je trouve que, bon, je suis un peu plus âgé que toi, moi, mais je trouve que j'ai le souvenir de grands-pères dans mon village qui avaient cette solidarité, qui avaient cette entraide entre les uns et les autres, et qui a disparu au fil du temps. Et en réalité, on ne réinvente rien du tout. On Non, n'invente rien du tout. Il faut retourner à l'essentiel qui est nos racines, et c'est pour ça que ça m'a beaucoup interpellé l'aspect racine dans ton manifeste, parce que ça me plaît, quoi. Je veux dire, je crois qu'il faut qu'on retrouve, qu'on se reconnecte à nos racines, qu'on a oubliées, qu'on s'est déconnecté avec le temps. On est un peu trop haut perché dans l'arbre, et il faudrait peut-être retrouver le chemin de nos racines, remettre les pieds sur terre pour justement pouvoir évoluer dans le monde dans lequel on vit. Euh, Dis-moi, par rapport à la situation maintenant, quelles sont les prochaines étapes pour toi? les prochaines étapes pour nous, c'est de continuer à progresser, à progresser selon le cadre mis en place par le manifeste. Hein. Le manifeste, c'est vraiment un, un programme de gym, quoi, tu vois, si tu veux. Si on compare, bah oui, parce que le tourisme durable, c'est un sport, hein, c'est un sport de haut niveau. Hein, on s'improvise pas comme ça, quoi. C'est un programme de gym. Si tu veux gagner des muscles, bah, il faut un programme adapté à tes ressources. Hein. Donc le manifeste, c'est un programme de gym propre à TTP Travel, bien sûr. Donc maintenant, on a un programme et donc bah, il faut dans le programme, il y a des priorités. Donc le manifeste, c'est la totalité des axes hein, à développer, mais cela ne veut pas dire qu'on va se battre sur tous les fronts.
on doit mettre l'accent sur quelques priorités. Donc, je dirais que d'ici 2 ans, on va essayer au mieux, on va s'efforcer de concrétiser, d'atteindre les 30 ou 40% des objectifs fixés dans le manifeste. Donc, on a choisi quelques axes clés, si tu veux, des indicateurs clés qui sont le plus urgents, qui sont vraiment à mettre en place tout de suite, tels que, par exemple, je te cite 2 ou 3 exemples, la lutte contre la pollution plastique. Ça, c'est urgent. C'est très, très urgent chez nous. Donc, comment on peut faire dans un voyage à notre échelle, en tant qu'agence réceptive, comment on peut faire pour réduire le montant, la quantité de bouteilles plastiques? Ça, c'est une action concrète. Donc, on fixe l'objectif, on essaie de réduire à 0, tu vois, 0 bouteille plastique dans un circuit de 14 jours sur place. Ça, c'est l'objectif à atteindre d'ici 2 ans. Autre question par rapport au plastique. Est-ce que le Vietnam, c'est comme la Thaïlande où l'usage du sac en plastique est énorme? C'est la norme. Hein, c'est énorme. La norme. Et donc, est-ce que là-dessus aussi, vous réfléchissez à comment réduire l'utilisation des sacs en plastique? Oui. Donc, il y a pour vraiment limiter la consommation plastique, il y a 2 choses. On raisonne toujours dans l'action concrète. Dans un voyage, concrètement, on a beaucoup étudié, finalement, dans le voyage, qu'est-ce qui génère le plus de plastique? Eh bien, bouteilles plastiques. 2, des déchets. Déchets, ça veut dire que parfois, il y a beaucoup de choses avec de l'emballage en plastique, tu vois. Et donc, pour limiter ça, on propose des sacs pliables sur place. Donc, nous, on fournit ça à l'arrivée. Donc, sacs pliables réutilisables. Comme ça, les déchets personnels, on met là-dedans, tu vois. Et puis, à la fin du circuit, les voyageurs nous retournent ces sacs-là. Comme ça, on récupère, on lave, puis on va à nouveau fournir aux autres voyageurs. Donc, via ces petites choses-là, on essaie au mieux de limiter les déchets personnels et puis la consommation, les bouteilles plastiques. Rien que ça, ça joue pas mal, parce qu'en moyenne, une personne en moyenne sur un circuit de 14 jours, c'est 2 bouteilles d'eau par jour, 2 bouteilles de 330 millilitres, centilitres par jour. Imagine, une personne génère 2 bouteilles plastiques comme ça, et puis tu multiplies par 14 jours, et puis tu multiplies par nombre de participants dans un groupe. Ça va vite, final, ça va vite. Hein. Moi, j'ai travaillé dans un hôtel qui avait à l'époque que 36 chambres, et on avait fait le calcul, on arrivait à des centaines de milliers de bouteilles en plastique par an. Ça va extrêmement vite. Et on voit bien en Asie, la bouteille d'eau en plastique dans la chambre fait partie des besoins naturels et standardisés dans la plupart des hôtels en Asie, par rapport à la chaleur, etc. Donc, la consommation ou l'utilisation de plastique dans cette partie du monde est incroyable. Écoute, moi, je voulais te féliciter. Je suis ravi d'avoir pu t'inviter sur ce podcast et que tu puisses partager ton expérience, tes actions et de montrer qu'il se passe des choses dans le monde et que vraiment tu es une belle source d'inspiration. Merci beaucoup, Van. Merci à toi, François, de faire connaître et puis de mettre en avant nos initiatives et encore une fois, on espère que nos efforts seront source d'inspiration pour plein d'autres acteurs dans notre industrie, que ce soit en France, au Vietnam ou ailleurs dans le monde. Écoute, je te souhaite une super année 2022. Plein de bonnes choses à toi, ta famille, au Vietnam, au monde, aux vivants, à chacun d'entre nous. À bientôt. Oui, merci beaucoup à toi et puis oui, une très bonne année. À bientôt. Voilà,
c'est la fin de notre voyage du jour. J'espère que vous avez vraiment passé un agréable moment en notre compagnie et que nous avons pu semer des graines d'inspiration et d'action. Surtout n'oubliez pas, le tourisme de demain, c'est maintenant qu'on le construit et ensemble. C'est un tourisme qui est guidé par le sens, l'expérience et en lien avec nos territoires pour assurer la pérennité de nos métiers et de nos activités. C'est essentiel. Si vous avez vraiment aimé ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 belles étoiles sur Apple ou la plateforme podcast préférée que vous utilisez. Et puis, surtout, et ça c'est le plus important, n'hésitez pas à partager dans votre réseau. Essaimer la connaissance, essaimer le partage d'expérience. C'est essentiel pour chacun d'entre nous d'avoir accès à cette information. Et puis, si vous voulez continuer l'aventure avec nous, le voyage avec nous, bien, je vous invite à vous abonner pour suivre tous les épisodes gratuitement et être informé dès qu'ils sont publiés. Voilà. Je vous remercie et à très bientôt. Au revoir.